Merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau panel qui est un peu un bilan de notre dernière édition. Si vous vous souvenez, l'année dernière, on avait fait un pré-jeu Paris 2024. Et bien sûr, maintenant, on l'a lu, on l'a entendu, les jeux, ce fut un succès exceptionnel au niveau national et international, au niveau technique et technologique. Donc, on va passer ça en revue pendant les 30 prochaines minutes. Pour celles et ceux qui étaient absents lors de notre dernier sommet, on va enfin savoir si les plans ont fonctionné, ou s'il a fallu changer, si ça coûtait plus cher ou pas, ou si vous avez eu 2-3 petits défis qui n'étaient pas prévus. Juste pour remettre dans le contexte, pour celles et ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, donc France Télévisions était le diffuseur local, AMP était le prestataire de production, Orange était le seul et unique prestataire d'infrastructures et de télécom des jeux, ainsi que EM Gravity Media, qui était le prestataire et producteur exécutif d'OBS. Merci messieurs, vous avez vu toutes les femmes qu'il y a sur ces panels, c'est un truc de fou. Je vais m'adresser tout d'abord à Romuald. Romuald, on va discuter ensemble du relais de la flamme ce soir. Donc, vous n'avez pas d'image, mais vous avez beaucoup de choses à nous raconter. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment le passage des flux basés sur le cloud a modifié la production et la distribution des événements majeurs tels que les Jeux Olympiques? Bonsoir à tous. Déjà, le passage sur le cloud, sur l'univers cloud et l'utilisation des nouvelles technologies, de la 5G, de l'Internet satellitaire qu'on a utilisé sur le parcours de la flamme, tout simplement, déjà, ça nous a permis de le faire. Parce que si on n'avait pas eu ces solutions-là, tout simplement, on ne l'aurait pas produit, parce que ça nous aurait coûté beaucoup trop cher, ça aurait mobilisé beaucoup trop de moyens, beaucoup trop d'équipes. Donc la première chose, c'est que ça nous a ouvert une opportunité. C'est la première fois que le relais de la flamme était couvert de cette façon-là, en direct, sur, je rappelle, 69 jours, je crois, de direct. Je précise qu'on a travaillé avec les équipes d'AMP là-dessus, pour toute la partie production et captation. Et on a donc déployé pour ces 69 jours de direct, 8 à 10 heures de direct par jour. Et on a déployé avec nos partenaires TVE Networks, TDF et Obios, un ensemble de solutions cloud et de transmission qui nous ont permis donc de diffuser cela. Mais on a été plus loin au final, parce que derrière cette partie majeure, qu'est-ce qu'on a aussi fait dans le cloud? Dans le cloud, on a produit une chaîne de télévision complète du 8 mai jusqu'au 8 ou 9 septembre, je ne me souviens plus de la date de la fin des Jeux, donc qui a servi au parcours de la flamme olympique, à la diffusion, c'était le 3e canal de diffusion des Jeux Olympiques pour France Télévisions, l'interjeu, on va dire, entre les deux jeux, le parcours de la flamme paralympique et les Jeux paralympiques. Donc voilà, ça a été un énorme challenge et très sincèrement, on n'aurait pas pu le faire autrement. On vient de le dire, donc c'était un défi. Comment on fait pour faire en sorte que les équipes adhèrent à ce genre de défi? Ça fait peur. L'autoritarisme, déjà. Super. Welcome to France. Voilà. Non, mais en fait, on en avait parlé d'ailleurs l'année dernière, parce que déjà, on avait fait l'année dernière une première étape. On avait déjà produit un direct beaucoup plus restreint. On avait fait 3 heures de live pour France Info sur une péniche en mouvement sur la scène. Donc déjà, on connaissait déjà un petit peu. Et après, on a fait beaucoup de pédagogie, beaucoup d'explications. On a fait aussi des adaptations, c'est-à-dire qu'on a demandé notamment à TVU d'intégrer pour la réalisation et le son des panels de contrôle traditionnels, par USB ou par RJ45, ce qui a permis aux équipes de garder certains réflexes, certains repères. Donc ça, c'était extrêmement important parce que tout l'univers bougeait derrière. On est passé d'une régie de production, la plus petite régie de production qu'on peut avoir à France Télévisions et qui répond à un certain cahier des charges. Elle comporte 5-6 personnes. Et là, on est passé à 2 personnes qui produisaient 8 heures de live. 2 personnes.
uniquement. Une personne pour le son, une personne pour la réalisation et les graphiques. Donc le changement était majeur, mais le fait de garder ces repères-là, d'avoir ces repères-là, d'avoir les mêmes process que l'on peut avoir avec les équipes, notamment avec les caméramans d'AMP qui étaient sur le terrain, et ben, on avait un système d'ordre aussi sur une solution cloud, mais qui donnait exactement la même capacité que les caméramans que l'on a sur le Tour de France, de la façon dont on peut leur parler et interagir avec eux. Est-ce que vous pouvez nous préciser le rôle des réseaux privés 5G pour assurer une couverture en direct ininterrompue? Alors, c'est pas que la 5G, c'est la combinaison de la 5G et de l'Internet satellitaire. Donc là, on a utilisé des antennes Starlink. Donc, désolé, mais comme le premier orateur, un des premiers orateurs remplaçait quelqu'un qui a eu un accident, je remplace aussi quelqu'un qui a eu un accident. Donc, j'ai pas pu préparer. On n'a que 2 sur 3. Hein. Qui est le prochain? Allez-y, ça va. Donc, on avait une voiture qui était déjà présente sur le relais, qui était la voiture, on va dire, du commissaire de course, sur lequel on a installé 2 éléments, une antenne et un serveur 5G qui ont créé un dôme 5G sur un périmètre de 100 mètres autour de la voiture. Donc là, c'était un dôme qui était plug and play, c'est-à-dire que l'action, il n'y avait qu'une action à faire le matin et le soir, c'était de l'allumer ou de l'éteindre, et la connexion était automatique. Et les caméramans de chez AMP allumaient leur boîtier TVU et la connexion se faisait. Mais les caméras étaient connectées par une carte SIM sur la 5G privative et par 5 autres cartes SIM sur le réseau grand public. Et donc c'est la combinaison des deux qui nous donnait la connectivité, et la 5G privée était connectée à Internet tout simplement par une Starlink maritime posée sur le toit de la voiture. Ce qui nous assurait un débit entre 20 et 25 mégabits, ce qui fait qu'on a pu assurer, on était parti à l'origine du projet, il devait y avoir 2 caméras qui devaient enregistrer des éléments pour faire un best-of chaque jour, une caméra sur chaque relais, parce qu'il y avait 2 relais, et on a fini au final, dans un budget maîtrisé, très maîtrisé, on a fini avec 4 caméras sur chaque relais, en direct. Romuald, est-ce que la production en cloud, c'est plus rentable que les installations traditionnelles? C'est différent. J'irais pas. Enfin, oui, c'est rentable. Là, si on parle du relais de la flamme, c'est simple. On a fait, si on compare les 2 systèmes, on a fait 92% d'économies. C'est surtout la transmission quand même qui nous a fait faire des économies, parce qu'on n'avait pas d'avion dans le ciel pour les relais HF et ainsi de suite. Mais c'est plus économique que là, à France Télévisions, on aurait été obligé de mettre un camion de production, de mettre toute une infrastructure pendant 3 mois. Là, on a installé 2 Mac Mini dans une salle de réunion avec un écran plat qui était déjà là pour faire les visioconférences. On a fait quelques installations. On n'est pas du tout dans le même cadre de budget. Mais là où surtout c'est positif, c'est qu'en fait, ça nous donne des opportunités. Ça nous donne beaucoup d'opportunités de produire plus d'événements de différentes tailles, de grandes tailles, de petites tailles, plus d'événements avec plus de proximité aussi, plus proche, c'est important pour France Télévisions, proche du territoire, proche des événements locaux. C'est surtout ça que ça nous donne, et c'est en soi où c'est intéressant économiquement, parce qu'en fait, ça nous permet de créer de la valeur pour France Télévisions. Ça nous permet de créer plus de contenu. Mais là, on parle des grands événements. On parle de Relais de la Flamme, on parle des Jeux Olympiques, mais le cloud et la 5G, ça peut être utilisé pour d'autres utilisations? Oui, nous on l'a utilisé depuis sur d'autres utilisations. Alors sur des gros événements, hein, on a fait une grosse partie de la couverture du défilé des athlètes le 14 septembre de cette façon-là. Oui, ça peut s'adapter à des petits événements. C'est ça où ça va être intéressant pour nous, pour France Télévisions, notamment pour le réseau régional France 3 ou le réseau ultramarin. Comment je peux arriver à mettre plus de moyens sur un événement local? On va parler du carnaval en Martinique, on va parler des grandes voiles, je crois, à Brest, ou d'un certain nombre d'événements comme cela.
qui ne sont pas des événements les plus majeurs. On n'est pas sur la route du Rhum, on n'est pas sur les Jeux Olympiques, mais n'empêche que localement, on a des antennes qui sont dédiées à ça. Donc là, on applique ces mêmes technologies sur ces événements-là. Passer les Jeux, est-ce qu'il y a une seule leçon que l'industrie peut retenir par rapport au relais de la flamme et la réduction des émissions de CO2 ? Déjà qu'on est formidable, ça c'est déjà un truc. On en reparlera ou pas ? On en reparlera. En fait, l'industrie et particulièrement France Télévisions, on est confronté à 3 challenges qui sont extrêmement importants. Nos collègues en ont parlé tout à l'heure. Philippe en a parlé tout à l'heure. On doit faire face à des baisses d'effectifs, de budget, pardon. Et donc de baisse d'effectifs aussi. On doit produire plus de contenu parce que on fait face à des offres qui s'enrichissent et plus on aura de contenu, plus on sera capable d'attirer le plus grand nombre et un public diversifié. Et on doit produire de façon plus responsable. France Télévisions est engagée dans les objectifs de la COP21 et doit réduire de 42% ses émissions de CO2 d'ici 2030. En fait, avec le mode de production qu'on a mis en place pour la flamme, on coche les 3 cases. On a produit plus de contenu parce que, je disais, on est passé de 2 caméras enregistrées normalement à 8 caméras en direct pendant 10 heures, pendant 69 jours. On a maîtrisé nos budgets. On n'a pas augmenté le budget pour faire ça. On a adapté le budget, mais non, c'est vrai. On a été dans un budget, c'est simple. Hein. On a comparé le coût si on avait dû mettre des moyens traditionnels. On est 92% en dessous, et pour donner un ordre d'idée, la différence entre les deux, elle est à peu près de 5 millions. Sur 3 mois de production. Donc, c'est pas rien. Et ça a permis, oui, de maîtriser les budgets, très, très clairement. Et l'impact au final, on n'a pas mis d'avion dans le ciel, on n'a pas mis de camions relais, on n'a pas mis pour la chef, on n'a pas mis d'hélicoptères, parce que bon, là, on n'en aurait pas eu besoin quand même, on a mis des drones. On n'a pas mis de camions de production sur le territoire. Et on a fait un calcul d'une baisse de presque 610 tonnes d'émissions, enfin, c'est pas une baisse, c'est des émissions de CO2 évitées. Économisées, non produites. Non produites. Merci Romuald. Je vais m'adresser à Stéphane. Bon. Stéphane, on va poursuivre notre découverte du backstage de ces Jeux avec l'entreprise AMP que vous dirigez aujourd'hui. J'aimerais qu'on discute du rôle d'AMP pendant ces Jeux. Est-ce que vous voulez qu'on regarde et que je mette... Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Alors oui, AMP, pardon, excuse-moi. Je voulais rebondir sur ce que tu disais. C'est effectivement les économies, tu les compares comme si tu l'avais fait de manière traditionnelle. Mais comme jusqu'à maintenant, ça n'avait jamais été fait, c'est pas des réelles économies. Et on ne l'aurait pas fait. En fait, on a besoin en fait d'une comparaison pour voir l'échelle. Mais tu as raison, ce qui est le plus important, et la présidente de France Télévisions l'a rappelé, c'est que si on avait été obligé de dépenser autant et de produire autant de CO2, on ne l'aurait pas fait. Et c'est ça qui rajoute de la valeur pour France Télévisions, c'est qu'on a pu le faire. Tout à fait. Donc, on est d'accord. Je disais, donc AMP Visual TV, effectivement, on est prestataire de services, donc on a effectivement débuté ces Jeux effectivement avec France Télévisions dès le 8 mai d'ailleurs à Marseille, où on a fait effectivement l'arrivée de la flamme, et après on a poursuivi avec vous tout le trajet de la flamme. Mais on a aussi été invité par OBS, donc Olympic Broadcast Services, qui est donc l'organisme du CIO qui produit les Jeux Olympiques, en tout cas qui les met en image, à participer et à mettre en image un certain nombre de sports sur un certain nombre de venues, comme on le fait effectivement sur les différents JO qui ont eu lieu ces dernières années. On l'a fait ici en France comme on l'a fait ailleurs, mais on l'a fait de manière un peu plus massive, un peu plus présente,
sur une durée un peu plus longue. Effectivement, on a commencé aussi le 8 mai. On a aussi terminé d'ailleurs avec France Télévisions aussi le 14 septembre sur les Champs-Élysées. Donc oui, on a été présent, AMP Visual TV en tout cas a été présent du début de l'arrivée de la flamme, sur le territoire jusqu'au défilé des athlètes. Donc là, on sait que vous avez travaillé avec France Télévisions. Vous avez aussi travaillé avec Orange sur la 5G. Dites-nous si c'était simple. Alors non, c'était pas simple. Ah, je m'en doutais. C'est pour ça que je pose la question. Mais pas du tout de la cause d'Orange. Oui, voilà. La question, c'est Nicolas ou c'est autre chose? Non, le problème, c'est pas Nicolas. Non, alors effectivement, on a fait deux choses. Donc, on a fait des moyens classiques pour OBS. Juste, je finis. On a fait donc effectivement un certain nombre de sports, dont du foot, du volley, de la voile, etc. Et en plus de ça, ce qui nous rejoint ici autour de cette table, on a été effectivement missionné par OBS pour produire la voile à Marseille. Je commence par ça, la voile à Marseille. Et donc dans cette voile, donc on faisait beaucoup de choses à Marseille parce qu'il y avait 2 sites à Marseille, le foot et la voile, et on faisait et le foot et la voile. Donc on était pour les JO de Paris très présents aussi à Marseille. Et donc ce qu'on a fait à Marseille, ce qu'on nous a demandé, 2 particuliers qui nous a rejoints avec Orange, c'était de transmettre les images embarquées depuis les bateaux des courses de voile, donc les 5 ou 6 différents bateaux des 5 ou 6 différentes courses, depuis la mer, donc depuis les field of play jusqu'au sol, tout ça à partir de téléphone. C'était la donnée initiale, c'était de dire il faut utiliser un téléphone pour capter et transmettre les images de ces bateaux. La première idée, ça a été de faire comme au Japon, de passer dans le réseau public. Au Japon, c'était 2021, les Jeux Olympiques, donc c'était les JO d'avant, donc 3 ans avant. Mais au Japon, il y avait le Covid, il n'y avait personne, et effectivement, il y avait du coup peu d'utilisateurs, et du coup, les compagnies téléphoniques ont accepté de privatiser une partie du réseau, effectivement, pour les Jeux, ce qui était bien plus compliqué en France. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais il n'y avait pas le Covid. Il y avait des dizaines de milliers de spectateurs et le service devait continuer à être rendu. Donc il était pas possible que de fermer des services au public pour les remplacer par Et en particulier parce qu'on offrait énormément de services au comité d'organisation, à OBS, etc. Donc on ne pouvait pas se passer en fait des services qu'on livrait déjà. Et donc il a fallu rajouter des moyens pour faire ça. Et donc, on a travaillé ensemble là-dessus pour essayer de trouver en fait des nouvelles ressources, des nouveaux moyens de faire fonctionner tout ça. Et effectivement, ça n'a pas été simple. Voilà. Donc effectivement, ça n'a pas été simple parce que il a fallu, c'est loin d'abord, c'est entre 2 et 4 km du bord les bateaux, donc en fonction de la météo, ils sont plus ou moins près, en fonction de la taille des bateaux, en fonction de l'espace dont ils ont besoin, donc ils peuvent aller jusqu'à 4 km du bord, ce qui est relativement loin mine de rien, et ça émet avec un téléphone. Donc un téléphone, ça a la capacité que ça a. C'est pas très puissant, c'est pas très gros, il n'y a pas d'antenne extérieure, on peut pas l'installer en haut du mât parce qu'autrement on va filmer les mouettes et c'était pas le projet. Donc voilà, c'était effectivement ce challenge. Donc il a fallu qu'on amène la bulle ou le dôme au milieu de la mer, là où effectivement les bateaux allaient être en compétition et on ne sait pas forcément à l'avance dans laquelle des 4 zones ils vont concourir, puisqu'en fonction du vent, des vagues et de l'heure à laquelle les compétitions ont lieu, c'était un endroit ou un autre. Donc effectivement, on a décidé de faire avec 3 catamarans. Donc là, effectivement, je dois avoir une slide, là voilà, magnifique. Donc on les voit en bas à gauche. Effectivement, on est équipé de 3 catamarans comme cela, qui ont permis à eux 3, connectés entre eux, ils venaient se positionner autour de la scène de compétition et ils créaient un dôme ou une bulle 5G sur lequel venaient se connecter les 40 téléphones. On les voit installés en haut à gauche, là par exemple, en haut à gauche, on voit une baume et on voit un téléphone effectivement installé. Et donc sur cette baume, par exemple, sur cette compétition, il y avait un téléphone de chaque côté. Les 2 transmettaient, ça permettait, on voit à chaque fois les images, et une fois il y a quelqu'un, une fois il y a personne, parce que c'est le même bateau. Suivant du côté, s'il tire un bord ou de l'autre, il y a effectivement, il est ou dans le cadre ou il y est pas. Mais du coup, c'était
par exemple, sur cette compétition, on transmettait ça. Donc effectivement, il fallait transmettre l'ensemble des téléphones sur les catamarans qui étaient positionnés autour, et après tout ça, le ramener au sol, et seulement une fois au sol, on en refaisait des images et des sons. Et en plus, ça bouge. Parce que c'était aussi un des gros problèmes. C'est que tout ça, ça bouge. Et donc, il fallait quand même, malgré les mouvements des bateaux, malgré la gîte, etc., pouvoir continuer à transmettre. Donc, oui, ça a été un... Ouais, ça nous a pris un peu de temps, parce qu'en plus, c'est une technologie. Normalement, la technologie de la 5G, ça a été conçu pour être posé. Il y a un morceau qui est posé, qui est immobile sur un pylône, qui ne bouge pas. Et le mobile, le téléphone, lui, il bouge, puisque c'est un téléphone mobile, donc effectivement, il bouge. Mais un des deux ne bouge pas. Là, on s'est retrouvé dans un cas où tout le monde bougeait. Donc effectivement, ça demandait un peu de... Par exemple, aujourd'hui, le téléphone, d'un pylône quand on se déplace d'un pylône à l'autre, il y a des réglages, ça met du temps pour effectivement que ton téléphone, il connecte d'un pylône à l'autre sans trou dans la conversation quand tu es au téléphone ou sans trou dans ton image quand tu filmes. Mais tout ça, c'est assez prédictible puisque les deux pylônes sont fixes. Donc tout le monde sait à peu près à quel endroit, les niveaux de champ de réception, c'est calculé, c'est assez prédictible. Sur des bateaux qui bougent et des téléphones qui eux-mêmes bougent, ça demandait un peu de finesse de réglage, on dit ? Un petit peu d'effort, on va dire. Je crois qu'AMP a couvert un nouveau sport pendant ces Jeux. Vous pouvez nous raconter ça ? Oui, alors toujours avec Orange pour le coup. Donc effectivement, et avec EMG aussi d'ailleurs, c'était la cérémonie d'ouverture. Donc effectivement, si on se dit que les Jeux Olympiques c'est un petit peu le feu d'artifice de l'été, on peut dire qu'on a commencé avec le bouquet final. On a commencé certainement par l'événement le plus complexe à produire. Ça fait quelques années qu'on fait des jeux, d'ailleurs. Et effectivement, celui-là était particulièrement complexe. On attaque, donc effectivement, une cérémonie débutée dans un stade. Donc c'est dans un stade. Les athlètes rentrent, il y a un peu plus de 200 délégations. Là, il y avait 205 délégations, donc dans 205 pays différents. Ils rentrent dans le stade, ils font le tour, ils ressortent, et ça permet à tout le monde de voir l'ensemble des délégations, quelle que soit sa position, et ça permet surtout à des chaînes comme France Télévisions qui sont repreneurs, par exemple, de venir rajouter une caméra et de pouvoir suivre sa délégation française plus longuement que la réalisation internationale qui est proposée, pour effectivement proposer à ces téléspectateurs qui sont évidemment plus intéressés par les athlètes français que les athlètes d'un autre pays qui seraient moins connus. Là, ça se complique quand on parle de 6 km. Effectivement, toujours 205 délégations installées sur 85 bateaux. Et OBS, elle a une obligation d'équité. C'est-à-dire qu'elle doit filmer ces 205 délégations de la même façon. Elle doit toutes les filmer de la même façon. Donc si on se dit c'est 20 secondes par délégation, ça fait 1 heure, 1h10 ou 1h20 juste à faire ça. C'est 20 secondes par délégation. Donc effectivement, c'est un peu... c'est long, d'abord. C'est sympa de tous les voir, mais on connaît pas grand monde des autres délégations, on va être honnête. Donc ce que nous a demandé OBS, comme il était impossible pour des repreneurs de poser une caméra tout le long de la scène sur les 6 km pour faire son habillage privatif et de filmer ses athlètes, nous a demandé d'installer un téléphone, donc toujours les mêmes, ceux qu'on voit là, mais sauf que c'est pas... Enfin, voilà, d'installer un téléphone par délégation pour faire un plan qui permettait de voir l'ensemble de la délégation ou un morceau de la délégation de près, qui permettait d'aller aux repreneurs de venir chercher, s'ils voulaient, ces images, effectivement, pour habiller le signal international. Donc ça a été la mission, c'est ce que nous a demandé OBS, sachant que la bulle 5G ou le dôme 5G installé au-dessus de la scène était lui aussi fait par Orange. On avait installé effectivement des bulles 5G, mais on avait aussi toutes les fibres, puisqu'on a installé des centaines et des centaines de fibres tout le long du parcours pour pouvoir rapatrier en fait tous ces contenus. Donc il y avait à la fois des contenus en mouvement, donc ces téléphones, mais il y avait aussi beaucoup de caméras qui étaient tout le long du parcours et qui retransmettaient. Donc on a fourni une infrastructure absolument énorme qui permettait de transmettre tout ça et de ramener tout ça au centre de production pour que OBS puisse produire ces contenus et aussi distribuer tout ça. Donc ça a été un gros projet et on a travaillé beaucoup avec AMP et OBS pour essayer d'avoir quelque chose de fonctionnel et en tout cas on n'a eu que des louanges
sur les aspects techniques. On verra ça au cocktail. D'un point de vue technique, là, on voit par exemple, parce que ce qu'il faut se dire, pourquoi la 5G privée a vraiment été un atout dans cette opération. Là, on voit le Media Center qu'on a installé, en tout cas le centre de routing, où on voit les 200, je crois que c'est 230 qu'on a installé, 230 téléphones installés, et après le centre de routage et la gestion de tout ça. Donc c'est surprenant, surtout quand on se dit que c'est que des téléphones. Tout ça, on n'avait pas le choix que de le faire comme ça, puisque de toute manière, il n'y avait plus de fréquences disponibles. Tu t'en parleras certainement, mais il n'y avait plus de fréquences disponibles. Il faut se dire que cette cérémonie, elle était déjà archi couverte. Plus de 100 caméras, 120 caméras, je crois, 6 drones, 2 hélicoptères, des câbles cam, etc., etc. Donc elle est très couverte. Il n'y a plus de fréquences de disponibles. Donc on peut plus faire en technologie traditionnelle. On peut pas installer 205 systèmes sur des fréquences différentes qu'on va allumer, éteindre sans savoir où ils sont, etc. La gestion devient impossible. Effectivement, la 5G privée, le fait d'être totalement manageable, et effectivement c'est son principe, le principe de se dire qu'effectivement les relais sont faits pour gérer de multiples mobiles qui viennent se connecter de manière simultanée. Effectivement, c'était la technologie parfaite pour ce type, pour cette, comment tu as appelé ça, ce sport particulier. Ce nouveau sport. Et donc, ça permettait d'avoir vraiment toute une bande de spectres qui était dédiée uniquement pour ça. Et pour la petite histoire, on a aussi fait couper quelques antennes. Donc il y a eu des gens mécontents, mais on a fait couper des antennes pour pouvoir vraiment bénéficier à fond de ce qu'on mettait en place, quoi. Donc ça a été une opération plus que spéciale. On a vraiment fait quelque chose de tout à fait extraordinaire. Je crois que sur ce panel, comme vous avez vu, comme j'ai dit qu'on était super on time, ils sont super en retard. Donc on va essayer d'activer, je le dis comme ça, voilà. Stéphane, rapidement. Votre rôle par rapport à d'autres événements, c'est quoi la différence ? Bon, alors c'est un événement particulier. D'abord, effectivement, ces gros événements internationaux, ils sont différents. Il faut se dire que ça se produit pas comme ailleurs. Si on parle par exemple de la 5G, ce qui va être intéressant, je vais essayer de faire vite. Vous êtes déjà on est déjà très en retard, je sais. Va falloir qu'on trouve un business model maintenant. On a fait effectivement plein de choses en 5G. Sur un événement qui peut se le permettre. Donc on a effectivement commencé, que ce soit Marseille ou la cérémonie d'ouverture, on y a passé des mois. La cérémonie d'ouverture, c'est 5 mois. Marseille, c'est 14 mois de travail en amont. C'est un certain nombre de répétitions, c'est un certain nombre d'essais. On est avec des constructeurs, on travaille avec Orange, on travaille avec Evision, on travaille avec Cisco, on travaille avec Samsung qui a fourni les 250 téléphones. Et aussi d'un point de vue réglementaire, puisqu'on a pu bénéficier d'un certain nombre de choses spécifiques parce que c'était les JO. Je pense qu'on n'aurait pas eu accès à tout ce spectre, etc., si ça n'avait pas été les JO. Ça aurait été plus compliqué, mais même dans l'idée où on l'a accès, maintenant, il faut qu'on trouve une économie à tout ça. Là, on a fait des choses qui sont impensables de les faire. Depuis tout à l'heure, on parlait de faire plus pour que ça coûte moins avec moins. Là, on a fait plus, mais avec plus. Donc, c'est un modèle qui est particulier. Maintenant, il faut qu'on regarde comment cette technologie de 5G privative, donc on fabrique notre propre bulle, comment on arrive à rentrer ça dans les économies réelles de nos économies à nous, c'est-à-dire qu'elles sont bien différentes de celles des Jeux Olympiques, on va être honnête. Dernière question, Stéphane. Le facteur le plus important sur la livraison de cet événement, c'est quoi ? Qu'est-ce qui est compté le plus ? C'est les hommes, réussir. Je pense que c'est d'abord les technos, effectivement, ça demande des technologies très poussées, et ça demande effectivement de tous les prestataires quasiment qui ont travaillé dessus, c'est le moment où on passe une marche. C'est-à-dire qu'à un moment donné où on se dit, tiens, c'est le moment où on va passer une marche, on réinvestit dans des nouvelles technologies, on réfléchit les choses. Mais le plus important, je pense que c'est les facteurs humains. Je ne sais pas, en quelques chiffres, on l'a vu, les Jeux Olympiques, c'est 10 millions de téléspectateurs, c'est 11 millions d'athlètes, c'est 45 000 bénévoles, c'est des milliards de téléspectateurs. C'est des stades pleins, c'est des gens qui crient, c'est des gens qui chantent, et c'est aussi des équipes comme les nôtres. C'est-à-dire, quand on fait ce métier-là, on a une fois dans sa vie, et on est bien content de l'avoir cette fois dans sa vie,
la chance d'avoir les JO chez nous, qui est l'événement le plus regardé au monde, d'en faire partie, à la fois en tant que professionnel, mais aussi en tant que spectateur. Voilà, pour moi, le plus important à retenir, c'est ce côté humain. Merci Stéphane. Je vais m'adresser maintenant à Nicolas. Nicolas qui va parler très très vite et qui va nous expliquer ça vraiment. Donc, dans ce tour d'horizon des entreprises clés sur la livraison de ces jeux, vous allez nous partager votre expérience Orange. Je souligne, et vous nous l'avez évidemment souligné, donc je vais le redire exactement comme il me l'a dit. Il est important de souligner un élément clé de ces jeux. Orange a été le seul et unique prestataire en matière d'infrastructure et de télécom. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça a été différent des autres événements ? On a tout livré, enfin l'ensemble de tous les services, vraiment 100% des services télécom ont été livrés par Orange. Et c'est la première fois que ça arrive sur un gros événement et sur les Jeux Olympiques en particulier. Il y avait toujours un certain nombre d'opérateurs différents qui étaient engagés. Là, c'était Orange qui a livré l'ensemble de tous les services. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Donc, selon vous, parmi les éléments, tous les événements que vous avez couverts, ceux dont il faut parler aujourd'hui en particulier, si on doit prendre juste une ou deux choses, qu'est-ce qu'on souligne ? D'abord le zéro défaut. En fait, personne n'a vu ce qu'on faisait. Et ça, pour nous, c'est la chose primordiale. Tout a fonctionné. Donc, tous les différents acteurs, quand ils ont eu besoin de nos infrastructures, de nos moyens, France Télévisions en particulier, ça fonctionnait. Et ça, pour nous, c'est vraiment le sommet de ce qu'on pouvait faire. C'est-à-dire à la fois couvrir l'ensemble des besoins et que tout fonctionne et que personne entende parler d'Orange jusqu'à la fin. Donc, franchement, je vais même rajouter une petite chose. Là, on a Francis Tellier, l'ancien président d'HBS, CEO, qui disait toujours, à nous tous, quand on était chez HBS, « Failure is not an option ». Je crois que ça fait partie de l'ADN d'HBS, mais aussi de toutes les équipes autour de ces événements. Évidemment, quand on n'entend pas parler de nous, c'est que tout va bien. Ça avait été un test, la Coupe du Monde de rugby, pour Orange. En quoi c'était un bon test ? Est-ce que ça vous a aidé pour les Jeux ? Alors, ça nous a énormément aidé. On a eu la chance et la difficulté à la fois de monter 2 IBC en même temps. Donc, on a commencé à monter l'IBC des JO le 10 juillet 2023. Et on a commencé à monter l'IBC du rugby, enfin de la Coupe du Monde de rugby, à partir du 15 août. Donc, on était en parallèle sur les deux. Et ça a été assez extraordinaire parce que toutes les équipes donc, de l'IBC des JO ont pu s'entraîner, entre guillemets, faire une sorte de technical rehearsal en avance sur la Coupe du Monde de rugby. Donc ça a été extraordinairement formateur, surtout pour les telcos, enfin les gens qui venaient vraiment de France Télécom, pour être clair, qui n'avaient pas l'habitude de travailler sur ce genre d'événement avec des broadcasters. Donc ça a été vraiment fantastique. On a eu une chance assez extraordinaire. Même question qu'à Stéphane. Est-ce que c'était facile ? Et si ce n'était pas facile, c'était quoi les difficultés principales ? Alors ça n'a pas été facile du tout. Ça, c'est à cause d'AMP. On ne s'attendait pas à ce que ce soit facile. La chance, entre guillemets, qu'on a eue, c'est qu'on a pu commencer très très tôt. Et pour les infrastructures, en particulier les fibres, c'est ce qui a fait la différence. Le rugby, justement, nous a permis de... Tous les stades du rugby quasiment étaient des venues olympiques, donc on a pu mettre en place la partie longue distance. Donc ça a été un moyen de fabriquer les choses. Mais oui, le temps a été le meilleur facteur et tout ce qu'on a pu faire en avance a très 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 bien fonctionné et a demandé relativement peu d'efforts, alors que tout ce qu'on a fait à la fin, puisqu'on n'avait pas le choix, la cérémonie étant un des bons exemples, oui, ça a demandé beaucoup d'efforts, ça a été très très dur pour les équipes. Très satisfaisant, mais très dur. Pour finir, si vous avez tiré des leçons de cet événement et de ce que vous avez vécu, c'est quoi ? Alors, 2 choses qu'il faut anticiper. C'est vraiment on le répète toujours, mais là, on l'a vraiment vu.
Et l'autre leçon, enfin, c'est pas une leçon, c'est une constatation, c'est comme ce que disait Stéphane, sont des gens. Donc on fait pas les Jeux Olympiques parce qu'on doit les faire, on fait les Jeux Olympiques parce qu'on veut les faire. Et donc oui, c'est les gens. Enfin, ce qui nous a permis de travailler tous ensemble de manière vraiment extrêmement efficace, parce qu'on se connaissait, on a fait des efforts ensemble et on a tout livré en même temps. Donc oui, il n'y a que ça qui compte au final, c'est les gens. Merci Nicolas. Pour finir ce petit tour d'horizon, je vais m'adresser à Bruno Gallet. Bonjour. Bonjour Bruno. On va passer en revue le signal international et les moyens que vous avez mis en œuvre avec MG Gravity Media. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de votre dispositif pendant les Jeux ? Bon, alors tout d'abord, pour me démarquer un peu du reste du panel, je souligne que nous étions un des prestataires principaux d'OBS, donc nous avons fourni une majorité des équipements traditionnels et moins traditionnels sur la majorité des venus. J'ai pu lire ci et là dans la presse que les sociétés françaises de l'audiovisuel étaient plus ou moins absentes de la production du signal international, c'est pour ça que je voulais souligner cela. Pour vous donner une idée un peu de la couverture et les moyens mis en place par MG Gravity, c'était plus de 1000 techniciens qui ont travaillé sur les JO pour nous, techniciennes et techniciens bien sûr, en provenance des 6 pays du groupe, mais majoritairement français. On a déployé près de 600 caméras UHD, 250 liaisons HF UHD également, 8 cars régie, 3 data centers qui étaient répartis sur les principaux sites des Jeux, c'est-à-dire le Trocadéro, la Concorde et le Stade de France. Ces 3 data centers géraient 12 régies IP en charge des différents sports. Nous avons couvert la majorité des événements HF, près de 80% des signaux HF venaient de nos équipements. De même chiffre pour les caméras gyrostabilisées. Tout ça fait qu'en plus, nous avons pu effectuer la production exécutive d'un certain nombre de sports, ce qui était une grande première au niveau de la France. Ça fait bien longtemps que ça ne s'était pas produit. Nous avons pu produire toutes les courses longue distance, telles que le marathon, la marche, le cyclisme, mais également le football, le rugby à 7 et le tennis. Voilà, avec des moyens 100% français cette fois. Voilà. Est-ce qu'on peut parler un peu de la cérémonie d'ouverture ? Alors évidemment, c'est difficile de parler des JO sans parler de la cérémonie d'ouverture, qui je pense a été à ce jour l'événement télévisuel le plus important jamais accompli. Donc il s'agissait, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, de couvrir 7 km sur la Seine depuis la porte de sortie jusqu'au Trocadéro. Pour cela, on a déployé 120 caméras traditionnelles, des moyens bien sûr HF répartis tout le long. En fait, 74%, on s'est amusé à compter, des signaux caméras ont été transmis par HF et reçus tout le long de la Seine sur des points de réception qui est fibré par Nicolas et ses équipes, qui nous ont permis de ramener tous les signaux au Trocadéro, où se trouvait le data center principal et les 3 régies IP en charge de la réalisation de ce signal pour OBS. Donc toute la cérémonie a été couverte comme cela. On peut voir un petit film qui vous montre le data center et la façon dont tout cela a été préparé. Là, il y a à peu près une douzaine de régies qui ont été toutes assemblées dans un hall immense en Belgique avant d'être réparties partout entre le Stade de France, le Trocadéro et la Concorde. Voilà, c'était des moyens énormes qui ont été configurés avant les Jeux et livrés sur place. Sur la partie réalisation de la cérémonie d'ouverture, on peut dire maintenant que ce type de régie IP de grande envergure est arrivé à maturité, on peut difficilement envisager ce type de structure sans faire appel à des régies IP. Pour finir sur la cérémonie d'ouverture, il y avait également 5 hélicoptères au-dessus de Paris en même temps, ce qui, à ma connaissance, n'était jamais fait. Et tout cela, il faut pas oublier que tout ça, c'est réalisé sous 4 heures de pluie continue et donc avec quasiment aucune rupture HF.
grâce à l'utilisation de notre outil interne de LiveTools, développé spécialement pour ce type d'application et sans lesquels il aurait été difficile d'accomplir une telle prouesse technique. Merci Bruno. Je vais finir ce panel avec une seule question, donc vous avez le droit à un mot. Donc ma question, elle s'adresse à tous les quatre. Que pensez-vous que sera l'héritage de ces jeux? Et là, je vous pose la question par rapport à chacune de vos activités individuelles. Romuald, un mot. Opportunité. Alors, excellence, mais aussi opportunité. Mais je pense que c'est les deux facettes de la même chose. Oui. Ouais, moi, j'espère qu'il nous restera beaucoup de connectivité. Bruno? Et moi, je vais m'octroyer 2 mots, puisque je suis le dernier. Et qu'il n'a pas beaucoup parlé quand même, il faut l'excuser. Je dirais passion et fierté. Merci. Merci à tous les quatre de nous avoir rejoints et d'avoir partagé avec nous votre expérience. C'est ici que se conclut cette soirée. Évidemment, merci à tous nos intervenants. Merci à Tatacom Media, notre sponsor en titre. Merci à TVU Networks, LiveU, Lavo et Cobalt.